Driss Ghali, vous venez de publier une contre-histoire de la colonisation française, un livre politique salué en tant que tel par l'historien Marcel Gauchet, qui vise, je cite Marcel Gauchet, à permettre aux citoyens de se former un jugement éclairé sur une question contentieuse entre toutes et embrouillée à souhait par des partis pris passionnels. Alors face à vous, il y a un autre historien, c'est Gilles Manseron, à qui l'on doit de nombreux livres sur la colonisation, dont Marianne et les colonies, une introduction à l'histoire coloniale en France. Alors, en quoi votre livre, à vous, est-il une contre-histoire de la colonisation ? Parce que tout en éludant aucune question, il montre une ambivalence, de la... non, tout n'était pas noir. Et quand on compare avec ce qui se passait avant l'arrivée des Français, en plus, vous dites, c'est presque quand même un progrès. Disons que mon livre apporte une vision qui n'est pas du tout dans le jugement. Je ne me mets pas à la plus haut que l'IOT, que la Troisième République, ni plus bas. Je ne veux pas juger les gens du FLN qui ont massacré des Français pour libérer leur pays. J'essaie de comprendre les passions des hommes qui ont expliqué cette histoire, cette idée complètement tordue qui était la colonisation. Oui, pour vous, c'est une idée tordue au départ, la colonisation. Et d'ailleurs, l'invasion de l'Algérie en 1930 n'obéissait à aucun plan, aucune doctrine. On a répondu, dites-vous, à une tentation. C'était facile, on l'a fait. C'était pas réfléchi. C'est seulement après la perte de l'Alsace-Lorraine, en fait, que là, tout à coup, sous la Troisième République, on va en faire une doctrine. Et d'ailleurs, l'empire colonial français va considérablement s'agrandir à ce moment-là au Maghreb, en Afrique et en Indochine. Mais pour vous, on n'en avait pas les moyens, ni humains, ni financiers. D'où l'idée tordue. Idée tordue, bien sûr, parce que la France a en quelques années englouti des millions de kilomètres carrés, 50 millions d'habitants. Elle n'avait aucune doctrine. Elle ne savait pas quoi faire. Comment les gérer ? Est-ce qu'il fallait les gérer selon la loi française, selon la charia ? Selon les lois indo-chinoises, anamites, comme on disait à l'époque, est-ce qu'il fallait leur enseigner le français ? Est-ce qu'il fallait les soigner ou pas ? Est-ce qu'il fallait leur donner des papiers français ou pas ? Comment leur emmener l'eau, l'électricité ? Est-ce qu'il faut les vacciner ? Tout ça, ces questions n'ont même pas été posées. On a répondu à une pulsion, à plusieurs pulsions, deux principales. La douleur de la perte de l'Alsace-Lorraine a fait que la Troisième République devait faire quelque chose, parce qu'elle est née de la perte de l'Alsace-Lorraine. C'est un régime qui est né d'un avortement. C'est terrible, c'est un crime originel. Et donc, traumatisés par les Prussiens, nous sommes partis traumatiser les Africains, les Maghrébins, les Indochinois, et pour montrer le génie français. Parce que le français était réduit, humilié aux yeux des seuls êtres humains qui comptaient à l'époque. On est au 19e siècle. Les seuls êtres humains qui comptaient à l'époque, ils étaient entre Moscou et San Francisco. Le reste du monde, c'était des arriérés. Et donc la France était humiliée auprès des Anglais, des Prussiens, des Américains, des Russes. Donc elle a montré, en refaisant Marrakech, en conquérant Bamako, Madagascar, elle a montré son génie. Et la deuxième pulsion à laquelle la Troisième République a répondu brillamment, d'un point de vue tactique, réconcilier les Français. Parce que la France était au bord de la guerre civile. Vous aviez les monarchistes, qui étaient très nombreux, peut-être la majorité. Vous aviez les républicains. Ils ne s'aimaient pas. Vous avez les problèmes religieux. On est avant 1905, et on a dit à tout le monde, allez aux colonies, et vous allez oublier les querelles françaises. Parce que très peu, ils sont allés. Hein. Tout à fait. Mais juste important, parce que c'est important dans votre livre, et je donnerai la parole à Gilles Manseron, vous dites qu'au fait, on oublie toujours ce qu'il y avait avant que la France colonise, aussi bien au Maghreb, en Afrique ou en Indochine, et avant, c'était vraiment pas jojo. Et donc, en ce sens, à vos yeux, ça a constitué une forme de progrès. De toute façon, on ne peut pas... il est évident que la France n'a nulle part interrompu un jardin de l'Éden ou un paradis ou une grande civilisation dans sa floraison. Tous les pays étaient des pays problématiques. D'ailleurs, s'ils ont été conquis, c'est parce qu'ils étaient faibles et divisés. Très divisés. L'Algérie, très divisée entre les Berbères et les Arabes, les tribus arabes. Le Maroc, c'était extrêmement divisé. L'Indochine, entre les Cambodgiens, les Khmers qui n'aimaient pas les Vietnamiens, les Anamites, comme on disait à l'époque, et vous aviez une insécurité incroyable dans toute l'Afrique. Au Maroc, c'était un coupe-gorge, toute l'Afrique du Nord. L'Indochine, c'était pas joli. Vous aviez les pirates chinois qui rasiaient les paysans indochinois. Et le droit des femmes, il n'y avait pas de droit des femmes. La colonisation, avec tout, moi je dis dans le livre que c'est un crime, avec tout son aspect négatif, a libéré les femmes.
Les femmes musulmanes, les femmes... Vous dites plus que ça a apporté la sécurité, que ça a apporté... Les routes n'étaient pas sûres. Je vous donner un exemple. Le sultan du Maroc, on ne parle pas de n'importe qui, en 1912, durant une grande partie du 19e siècle, ne pouvait pas aller, le sultan, de Marrakech à Fès. Il ne pouvait pas. Il devait acheter le chemin, payer un péage aux pirates ou faire un grand détour. Le sultan, alors imaginez le commerçant, petit paysan marocain, parce que nous étions dans des régimes effondrés. Il y a des exceptions. Il y a des endroits où la France a dérangé des processus qui étaient de consolidation nationale, à Madagascar, un peu au Vietnam. Mais partout, elle est rentrée dans des terres malheureusement désolées. Et de toute façon, si colonisation ou pas, tous ces pays-là auraient eu un rendez-vous avec la révolution industrielle, avec la modernité, qui est un traumatisme. On n'a pas fait le... Mais qui serait arrivé plus tard, d'une certaine manière. Alors, quel est votre avis à vous, Gilles Manceron? Est-ce que la France a donné une unité territoriale et des frontières claires à des peuples qui n'en avaient pas et qui étaient en proie aux guerres intestines, au sous-développement, à la misère? Il est vrai qu'il ne faut pas décrire la situation précoloniale comme une sorte de jardin d'Éden où tout se passait bien avant d'être troublé par... l'entrée des colonisateurs. Il y avait un certain nombre de problèmes dans ces pays. Le livre de Driss Ghali me semble intéressant par ses réflexions sur tel ou tel point de l'histoire coloniale française, et il y a des remarques, des réflexions intéressantes. Je suis un peu intrigué par l'idée de contre-histoire, parce que votre livre serait dirigé contre quelle forme d'histoire officielle. À certains moments du livre, on dit c'est l'éloge des bienfaits de la colonisation que vous voulez combattre, en montrant qu'elle a été criminelle dans bien des cas. Donc, je ne sais pas contre quoi il est dirigé. Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'il y a une histoire officielle aujourd'hui? Ce que dit aussi Marcel Gauchet. Je le citais parce que c'est lui qui m'a donné envie de lire votre livre. Et c'est vrai que lui a l'air de dire qu'il y a des partis pris professionnels pour et contre, d'ailleurs, la colonisation. Moi, je fais une contre-histoire contre deux histoires. Une hégémonique qui est l'histoire écrite par la gauche récente, parce que la gauche a été coloniale jusqu'aux années 56, 57, 58, 59. Mitterrand était ministre de l'Intérieur en Algérie pendant qu'on torturait. Et Guy Mollet, le président du Conseil, était socialiste. Voilà. Donc, l'histoire de la... moi, j'ai écrit une contre-histoire contre cette histoire-là, de cette gauche-là, qui a fini par dégoûter les Français d'eux-mêmes. De dire, nous sommes tous des descendants de génocidaires, d'esclavagistes, nous avons fait ceci, cela, la torture en Algérie, tout ça. Et cette histoire-là empoisonne les relations entre les communautés en France. Parce qu'on ne peut pas faire le vivre ensemble, comme moi j'appelle de mes voeux, si ton grand-père a tué ma grand-mère ou m'a volé mon truc. Non, on est entre frères, de toutes les races, de toutes les confessions en France. La France est déjà un pays multiconfessionnel, multiracial. On a intérêt à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Et j'ai fait une contre-histoire contre les illusions lyriques de la droite qui nous dit 10 000 kilomètres de chemin de fer en Algérie, 5 000 hôpitaux, mais ça, et je dis, ça n'a pas été suffisant. C'est bien, il ne faut pas cracher, il ne faut pas être ingrat. Oui, ça c'est important parce que vous dites la colonisation n'a pas enrichi la France, non. Mais on y a dilapidé les deniers publics, les ressources humaines, ça a été un gouffre économique, des entreprises et des individus, aussi bien français qu'indigènes, en ont profité, mais pas la France. On n'y a rien gagné sur le plan collectif. Mais en même temps, ça n'a absolument pas profité, sur le plan économique, ça n'a pas profité à la plupart des habitants de ces colonies. Tout à fait. Nous avons livré des pays au tiers-monde. En 60, 62, à la Libération, nous avons livré des économies extrêmement sous-développées. Nous avons livré des habitants, des civils qui étaient largement largués par la France, par les dispensaires. Le taux de scolarité était très bas. Même en Algérie, on a mis le paquet, à cause ou grâce à la guerre civile. Vous aviez des taux de vaccination qui étaient très bas. Mais pourtant, vous dites aussi que c'est aussi la France qui a apporté les vaccins, qui a permis de guérir en partie du paludisme, de la lèpre, de la peste. Tout à fait. Et c'est là aussi que je fais une contre-histoire. Parce que je fais une contre-histoire des dogmatismes et des idées abstraites. Parce que c'est très facile de dire « la France n'a pas assez investi dans ses colonies ». C'est vrai, mais la France, c'est Paris, c'est les ministères. Mais ce ne sont pas les Français. Vous avez des médecins coloniaux comme Dumas, comme Girard et Robic, comme Marchou, qui ont sacrifié leur carrière pour soigner les Africains.
Ils voulaient faire les colonnes mobiles pour aller chercher les Africains dans la brousse pour les soigner. Et là, la hiérarchie a dit, mais attendez qu'ils viennent au dispensaire. Ils leur ont dit, ils vont mourir. Ces gens-là ont sacrifié leur carrière. Ils ont soigné des millions de gens, finalement. Et ça, c'est aussi la colonisation. Vous avez des enseignants, laïcs ou protestants ou catholiques, qui ont été égorgés. Qui ont été égorgés par le FLN ou par le Viet Minh et tout ça, et qui n'étaient pas obligés d'aller soigner. Moi, ma propre famille, que ce soit mon père ou ma mère, ont été éduqués, soit par des sœurs catholiques à Taza au Maroc, ou par des aviateurs français, qui n'étaient pas du tout obligés de faire ça. Ils faisaient ça par bénévolat, on va dire. Donc, une contre-histoire, c'est aussi ça. Ne soyons pas... Parce que nous sommes dans une génération du confort. Nous aimons le blanc et le noir. La vie n'est pas ça. Il ne faut pas trancher comme ça et dire tout le monde était... Oui, mais enfin, il faut faire la vérité quand même. Tout à fait. Il faut dire les choses. Et dans certains chapitres de votre livre, vous parlez des crimes. Oui. Vous parlez de cette idée tordue où la République s'est fourvoyée. La France, d'abord la France monarchique, puisque c'est elle qui a conquis l'Algérie en 1830, et qui, pendant les siècles précédents, avait pratiqué l'esclavage sur une grande échelle dans l'océan Atlantique, notamment. Mais ce fait, et il est contradictoire avec les idées de la République, avec l'égalité des hommes, puisque définir que dans un tel ou tel territoire, il y ait deux catégories de personnes, les citoyens et ceux qui sont des sous-citoyens, les indigènes, c'est contradictoire avec les idées des droits de l'homme et de la République. Donc, et ça, il me semble que le travail à faire de la part de nos sociétés, c'est pas pour se battre la coulpe ad vitam aeternam. Il y a plein d'autres pages glorieuses dans l'histoire française dont on peut être légitimement fier. Mais il y a des pages qui sont sombres et la page coloniale me semble devoir être examinée, voire on doit constater la contradiction avec les idées de la République. Attention, nous faisons un zoom sur la colonisation. La colonisation n'était pas censée durer 70 ans ou 100 ans. Parce à part l'Algérie, la colonisation a duré 50 ans à peu près dans les pays. Maroc, 44 ans. Et encore, dedans, il y avait 2 guerres mondiales. Il y a eu une phase... Mais elle espérait durer plus longtemps que ça. Bien sûr, bien sûr. Et la colonisation a complètement changé après 1945. Moi, je ne défends pas la colonisation, je dis que c'est un crime. Mais je dis qu'il y a la phase sombre, horrible de la colonisation, c'est grosso modo, pour aller très vite, 1900-1945. Là, il y avait un apartheid colonial, je le dis dans le livre. On séparait les gens par la France, pardon de vous interrompre, en Indochine par rapport à la proclamation du Vietnam par Ho Chi Minh et en Algérie par rapport aux différentes tentatives de négociation et de recherche d'une solution politique, certains, comme Ferhat Abbas, par exemple, étaient désireux de trouver des solutions politiques. Eh bien, n'a pas vu qu'il y avait ce processus mondial d'émancipation après 1945. Il a commencé avant 1945, mais de 1939 à 1945, l'homme blanc a été tellement dévalorisé par le nazisme, tellement humilié que les indigènes, ils ont dit, c'est notre tour maintenant de nous libérer. Ils ne méritent pas de nous gouverner. Après 1945, je voudrais dire deux choses. Après 1945, la France a changé complètement de fusil d'épaule. Elle a commencé à s'occuper des colonies. Il y a eu des gros investissements d'éducation. Tout ce qu'elle n'a pas fait avant, elle a essayé de le faire après 1945. Manque de bol pour les colonies, et la population avait beaucoup augmenté. Parce que malgré l'apartheid, la population a été quand même soignée. Il y a quand même des évolutions. Sinon, la population, elle aurait baissé. Et donc, c'est devenu vite un trou financier, un gouffre financier. Comme l'éducation, d'ailleurs. Vous expliquez aussi que si la France avait voulu éduquer tous les enfants des peuples colonisés, c'était injouable. Il n'y aurait même pas eu assez de profs, de toute façon. Et c'est là que je voudrais vraiment... C'est l'aspect contre-histoire. Malgré l'apartheid, je dis bien, j'assume le mot apartheid. Mon père ne pouvait pas aller au cinéma à Rabat parce qu'il était musulman. Donc, c'est un apartheid. Il y a eu quand même peut-être des millions d'indigènes qui ont voulu que la colonisation se poursuive. Pas avec l'apartheid, mais ils ont vu dans les FLN, même dans les indépendantistes marocains, même dans le parti d'Istiqlal, une menace. Mais vous dites aussi que la France n'a pas su utiliser justement les amis de la France. Tout à fait, parce que la colonisation, elle s'est bureaucratisée. On a eu des petits fonctionnaires. Parce qu'on a eu Lyautey au début, c'était un demi-dieu, un vice-roi. Et lui, il savait gérer. À un moment donné, on a bureaucratisé. C'est des gens qui ont peur pour leur carrière. Donc, dès qu'ils voient un monsieur intelligent comme Ferhat Abbas, ou même certains Vietnamiens qui voulaient juste, ou même Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny, ce n'était pas du tout un révolutionnaire, qui voulaient juste l'égalité.
on les a mis en tôle. Résultat, on a sorti les fous, le FLN, les tueurs. Et ils avaient raison, entre guillemets, parce qu'ils avaient... Moi, je ne les qualifierais pas ainsi. C'est eux qui ont su rassembler la nation algérienne par la terreur. Et voir la constituer même, puisqu'elle n'était pas véritablement consciente d'elle-même en 1954. C'est l'émir Abdelkader qui a fait l'Algérie. On n'est pas d'accord. Moi, je trouve que... Juste, dernier point, que vous soulignez le fait qu'au fond, la décolonisation s'est passée beaucoup moins douloureusement qu'on ne le croit aujourd'hui. Parce que, évidemment, on a le souvenir aujourd'hui de l'Indochine, la guerre, et de l'Algérie, une autre guerre. Mais au fond, il y a toutes les autres colonies qui se sont détachées de la France de façon paisible et sans ressentiment. Relativement paisible. Il y a deux grosses catastrophes qui sont réelles et qui nous obscurcissent. C'est l'Indochine, catastrophe réelle, une guerre civile terrible. Avec ses harkis, nous avons abandonné les Indochinois qui ont travaillé avec la France. Plus tard, en Algérie, catastrophe terrible. Le Cameroun, c'était également très difficile. Mais ailleurs, on est presque dans l'ordre de la formalité. Il y a eu des combats en Tunisie, il y en a eu au Maroc. Et très peu. Entre 53 et 56, une situation très tendue au Maroc. Très tendue, mais c'est la France qui s'est plus retirée, parce que le Glaoui du Maroc... qui a fabriqué une indépendance qui a posé problème dans la manière dont les États ont émergé postérieurement à l'indépendance. Mais nous avons, la France a laissé à Hassan II, à Mohamed V et Hassan II, un Maroc gouvernable. Les grands-parents de Hassan II, ils allaient être exilés. Si Lyautey, enfin c'était pas Lyautey, c'était un autre, n'avait pas sauvé le sultan en 1912, il n'y aurait plus de monarchie au Maroc. Il n'y aurait plus de monarchie au Maroc. La Tunisie, c'était en faillite. Mais la France s'est opposée à l'indépendance du Maroc jusqu'en 1956. En fait, elle s'est ralliée à cette idée-là au dernier moment pour garder l'Algérie et en accordant à la Tunisie et au Maroc leur indépendance en mars 1956. Oui, mais ce que la France a fait, contrairement aux Turcs, on ne va pas faire ici du Turc bashing, mais contrairement aux Anglais, en Inde et au Pakistan, l'indépendance a coûté 1 million de morts, parce que les Anglais sont partis comme ça. Ciao, au revoir, goodbye. La France, elle est restée, elle a transmis le flambeau au Maroc. Elle a laissé les coopérants, elle a dit, OK, je ne fais pas partir les professeurs. Ça, c'est la générosité. Je ne fais pas partir les infirmiers. Parce que vous n'avez personne. Parce qu'elle a voulu garder une certaine forme de contrôle sur ce pays. Heureusement qu'à l'époque, les dirigeants de la France aimaient encore ce pays, défendaient ses intérêts. Pas comme aujourd'hui. Tant mieux. Tant mieux. Mais c'est un cadeau qui a été fait. Même l'Algérie, où les pieds noirs ont été jetés à la mer quasiment. Même en Algérie, il y a eu les pieds rouges. Il y a eu des Français de gauche qui sont partis enseigner en Algérie. Moi, je les applaudis. C'est ça la fraternité entre les peuples. Bien sûr qu'il y a des intérêts. Tant mieux. On nous dit la France-Afrique. Mais il n'y aurait pas eu la France-Afrique. Qu'est-ce qu'il y aurait eu? Il n'y avait rien. La France n'avait pas préparé les médecins, les infirmiers. Il y avait peut-être quelques médecins sur des territoires. C'est là le problème fondamental. Bien sûr, mais je suis d'accord et je le dénonce. Tout à fait. Tout à fait. Et alors aujourd'hui, parce que ça c'est quelque chose qui vous importe beaucoup, je l'ai dit, c'est un livre politique. Hein. Vous n'êtes pas historien, c'est un livre politique, même si vous faites un travail d'historien là-dedans. Aujourd'hui, la repentance d'un côté, le ressentiment de l'autre. Vous voyez ça comme un problème? Bien sûr, c'est un problème à plusieurs titres, parce que moi, je ne crois pas à la culpabilité héréditaire. Donc moi, je ne vois pas en vous un coupable de m'avoir colonisé. Je ne crois pas à la punition collective, donc je ne vois pas ici des coupables collectivement d'un crime qui a eu lieu. Mais le crime a eu lieu. Et puis, je crois aussi à la responsabilité de l'individu. Nous vivons dans le présent. Les gens qui veulent nous faire de la repentance, ils veulent nous enfermer dans le passé. Est-ce que vous ne croyez pas que le concept et le terme de repentance est un mot inventé pour dénigrer un travail de vérité sur la colonisation? Il faut le faire, mais Parce que moi, je ne demande absolument pas la repentance. Et parmi les historiens qui travaillent sur la colonisation et qui établissent les choses par rapport aux crimes qui ont été commis, aux phénomènes discriminatoires, de domination, aux injustices, ils ne revendiquent pas du tout la repentance. C'est un mot repoussoir, inventé par des gens qui ne veulent pas ce travail de vérité, à mon avis. Il y a aujourd'hui des forces politiques en France qui font carrière sur la repentance, en rabaissant le français et en disant aux Français d'origine immigrée, de toute façon, tu ne peux pas être l'ami de Jacques ou Jean-Pierre parce que son grand-père a pris l'Algérie. Moi, je n'en ai pas véritablement rencontré. Je pense que vous avez tout le spectre de l'extrême gauche. Monsieur Macron, le président des Français, il se rend en Afrique, il dit
On a fait un crime contre l'humanité. Ben, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, que la colonisation était criminelle. Bien sûr. Là, vous êtes dans le paradoxe et Non, je ne suis pas dans le paradoxe. Moi, je dis, elle a été criminelle, mais elle a eu des bienfaits et des acquis. Elle a eu des conséquences diverses. Positives. Non, certains sont positifs. Donc, c'est un phénomène humain. M. Macron ne le dit pas. Oui, M. Macron, il doit le dire. M. Macron. Le fait que les Français ont aboli l'esclavage. Notamment, ils ont libéré les Juifs d'Algérie. Donc, les Juifs du Maroc, dans quoi ils vivaient? Ils vivaient au ghetto. Heureusement que la France est venue pour les sortir. Les Juifs de Tunisie, les esclaves africains noirs, esclaves des Noirs, qui les a libérés? La France. Ça a donné les goumiers. Pourquoi les gens se font... Il ne faut pas reprendre tous les clichés de la propagande coloniale. C'est une réalité. Hein. Non, mais la colonisation, moi, ce qu'a dit Macron avant d'être élu, après il l'a un peu oublié, que c'était un criminel, la colonisation. C'était un crime contre l'humanité. C'est pas la même chose. Un crime contre l'humanité, même. C'est plus grave. L'appellation est fondée... Et le crime pratiqué sur les harkis et les pieds noirs, c'est pas un crime? Pourquoi ne pas le reconnaître? Ce ne sont pas des êtres humains. Alors, on a tué des bébés en Algérie. Les pieds noirs, c'est une population européenne d'Algérie, c'est des une êtres humains. Particularité. Et ce qui s'est produit en Algérie avait la particularité de ne pas connaître au sein de la communauté européenne un phénomène comparable à ce qui se passera ensuite en Afrique du Sud, par exemple, avec Édouard de Clercq, qui va dire « allons-y, faisons... » C'est Frédéric Leclerc, pas Édouard. Pardon. Frédéric Leclerc. Oui. Enfin, en l'occurrence, c'est Nelson Mandela. Surtout, vous parlez de la réconciliation. Alors que parmi les pieds noirs, il y a eu une espèce d'aveuglement. Bien sûr. Mais est-ce qu'il méritait d'être torturé? Est-ce qu'il méritait d'être enlevé? Je suis obligé de vous interrompre parce que l'émission est terminée. Mais on voit bien que c'est toujours un sujet passionnant et c'est ce qui rend votre livre très intéressant. Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Visiteurs du Soir, samedi prochain, 22h. Bonne nuit.